Bon, alors on va commencer. Bonsoir tout le monde. La soirée de ce soir à la Maison Normand-Béthune, on l'a convoquée sous le thème Quand l'assurance chômage n'existait pas. Puis comme, avec un sous-titre, La lutte pour le droit à l'assurance chômage est une lutte de classe. Donc pourquoi on a pris la peine de le préciser, c'est parce que dans la lutte qui se déroule actuellement sur la question de la réforme de l'assurance chômage, dans certains discours qui supportent cette lutte-là, on a parfois l'impression que c'est pas une affaire de classe, mais que c'est une affaire nationale ou une affaire qui concerne toutes les classes, alors que nous, on prétend et on maintient que de tout temps, la lutte pour le droit à l'assurance chômage a toujours été une lutte de la classe ouvrière contre la bourgeoisie. Et c'est une lutte qui se situe d'ailleurs au cœur des rapports entre le capital et le travail. Ce qu'on va essayer de regarder ce soir, c'est on va regarder au niveau historique d'où vient le régime d'assurance chômage, à quoi il sert, comment il se situe dans les rapports entre le capital et le travail, dans le cas qui nous concerne ici au Canada. On va regarder un peu les enjeux liés à la réforme qui est mise en application en ce moment. Et on va conclure en parlant des enjeux, des perspectives et des enjeux de la lutte qui en fait est amorcée depuis à peu près le mois de juin 2012, mais qui a pris de l'ampleur surtout depuis le mois d'octobre, et qui a d'ailleurs donné lieu, il faut quand même le souligner, depuis le 27 octobre, il y a eu au-delà, et pas mal au-delà d'une centaine de manifestations à travers le Québec et les provinces maritimes. Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick et Québec. Il y a eu au-delà de 100 manifestations depuis le 27 octobre. Et on ne parle pas nécessairement de petites manifestations. Il y en a eu des petites à travers ça. D'ailleurs, à Montréal, il y a surtout eu des petites manifestations. Mais dans les autres villes où il y a eu des manifs, on parle de très grands rassemblements. À la mi-janvier, 4000 personnes dans les rues de Cap-aux-Meules aux îles de Madeleine, alors qu'il faisait moins 30. Les îles de Madeleine, il faut rappeler qu'il y a 12 000 personnes qui habitent là, incluant les enfants et les personnes âgées. Il y avait 4000 personnes dans la rue au mois de janvier. Il y a eu des manifs de milliers de personnes à Tracadie-Shaila, au Nouveau-Brunswick, qui est une petite municipalité, là, un petit peu un centre administratif dans la péninsule acadienne, y compris des manifs qui ont pris la forme d'action directe avec blocage de rue, barrage, incendie de pneus pour empêcher la police de démanteler des barricades. Ça s'est passé aussi début février. Et c'est donc une lutte importante qui mobilise, à laquelle, de fait, puis on en parlera beaucoup plus abondamment tantôt, là, il y a quelques secteurs patronaux qui s'opposent à la réforme de l'assurance chômage dans les régions où il y a où l'activité économique est de nature saisonnière principalement. Mais c'est essentiellement une lutte ouvrière dans sa composition. Il faut être allé dans des manifs ou des assemblées ou des rassemblements. J'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup dans le cadre de ma job pour constater que c'est pas des rassemblements de l'aristocratie ouvrière, c'est pas des rassemblements de la petite bourgeoisie, c'est pas des rassemblements même de militants et militantes de gauche ou d'extrême gauche ou anticapitalistes qui tournent autour des milieux universitaires, des coops et des groupes de ce type-là, mais c'est des rassemblements massifs de travailleurs et de travailleuses qui sont peu politisés, mais qui sont attaqués frontalement dans leurs conditions de vie et qui se mobilisent, puis qui, dans leur cadre de leur mobilisation, se posent des questions très concrètes dans la lutte des classes. Comment on s'organise, comment on va faire pour battre ce gouvernement-là, quel type d'action qu'on doit privilégier, est-ce qu'on ne devrait pas faire comme le mouvement étudiant, puis Occupy, puis faire des occupations, bloquer des rues, faire des barricades. C'est des questions qui se discutent dans des assemblées où il peut y avoir 100, 125, 150 personnes, comme ça dont j'ai été témoin l'automne dernier à Forestville, un lundi soir en Haute-Côte-Nord, où il y a 125 personnes dans une salle qui discutent très ouvertement de comment ils pourraient s'organiser pour bloquer la route, puis empêcher la police de démanteler une éventuelle barricade. Donc c'est une lutte qui est importante actuellement. Pour situer cette réforme-là, donc, puis comprendre son enjeu, on va d'abord, comme je l'ai mentionné, revenir un petit peu au niveau historique. Le régime d'assurance chômage, de fait, n'a pas toujours existé. En fait, il a été créé en 1940. Il est entré en vigueur, si on veut, le 1er janvier 1941, pendant la guerre. À la suite, par ailleurs, d'une douzaine d'années de mobilisation des chômeurs. Là, je ne féminiserai pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chômeuses, disons, à l'intérieur du mouvement à l'époque. Une douzaine d'années de grande mobilisation des chômeurs et du mouvement ouvrier et du mouvement communiste, il faut le signaler, au Canada, qui ont lutté contre le chômage, pour le droit au travail et pour la mise sur pied d'un régime d'assurance chômage. Les premiers régimes d'assurance chômage dans les sociétés capitalistes ont été, en fait, c'est en Grande-Bretagne qui ont été mis sur pied au début du 20e siècle. Mais le Canada a traîné de la patte. Là. Dès la fin des années 20, il en était question, mais il y a différents projets qui se concrétisaient pas. Il n'y avait pas de volonté de la bourgeoisie de mettre sur pied un régime de protection pour les travailleurs qui perdaient leur emploi. C'est devenu une question plus critique, une question de paix sociale, dans le fond, au milieu des années 30. Il faut voir qu'après ce qu'on a appelé la Grande Dépression, la crise de la fin des années 20, il y a eu, entre 1929 et 1933, sur une période de 4 ans au Canada, une augmentation. Le nombre de chômeurs a multiplié par 6 en 4 ans. On est passé de 107 000 chômeurs recensés en 1929 à l'échelle du pays à 646 000 dans l'espace de 4 ans. Et la réalité des chômeurs à l'époque, c'était la réalité de dizaines de milliers de jeunes hommes célibataires dans le début de la vingtaine qui ne trouvaient pas de travail et qui se dirigeaient dans les grands centres en pensant à trouver du travail. Et dans les villes, c'est le cas à Montréal, mais c'était encore plus le cas à Toronto ou à Vancouver,
il y avait des dizaines de milliers de sans-abri, mais de personnes, de jeunes, quand on dit sans-abri, il faut pas penser à la réalité qu'on connaît des sans-abri aujourd'hui, qui est beaucoup des gens qu'on considère marginalisés ou exclus, là, avec des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale. On parlait de dizaines de milliers, par exemple, à Vancouver, de sans-abri, qui étaient des jeunes hommes célibataires en pleine forme, en pleine santé, qui voulaient simplement travailler et qui hackait les trains pour se rendre en ville, puis qui se rassemblaient, puis qui vivaient d'impact, qui n'avaient pas de place pour dormir, qui n'avaient pas d'argent, qui cherchaient un petit peu sur le principe des agences de placement temporaire d'aujourd'hui, qui cherchaient de l'ouvrage à la journée, puis que quand ils n'en trouvaient pas, ben, ils se promenaient dans la ville pendant la journée, puis ils se rassemblaient tous dans le même parc, ils allaient dans les épiceries, puis convainquaient les commerçants de leur donner un peu de bouffe, ils convainquaient les propriétaires de restaurants de leur donner un peu de bouffe aussi. Donc c'était vraiment un problème de gestion, mettons, des rapports sociaux, si on peut dire, là, qui échappait beaucoup aux municipalités. Parce que ces gens-là, parce que c'était un problème là, que les municipalités avaient à gérer. Et ces gens-là se regroupaient ensemble et s'organisaient. Et c'est vraiment le Parti communiste du Canada, avec la Ligue d'unité ouvrière à l'époque, qui a mis sur pied les premiers groupes de chômeurs. Il y en avait, et même dans une ville comme Vancouver, il y en avait plus qu'un. À Saskatoon, il y en avait 7, 8 ou 9 groupes de chômeurs, mais beaucoup avaient été, bon, l'ancêtre du NPD, le CCF, en mettait sur pied aussi. Mais c'était beaucoup le Parti communiste du Canada qui mettait sur pied les groupes les plus militants, puis il y avait un support des syndicats dirigés par le Parti communiste aussi, qui étaient, organisés autour de la Ligue d'unité ouvrière. Ce problème de sécurité publique, parce que ça a été vu comme un problème de sécurité publique, a amené les municipalités à se tourner vers les provinces, c'est-à-dire, ben, aidez-nous à gérer ce problème-là. Et c'est là qu'ont été mis sur pied les premiers camps de travail. En échange d'une maigre pitance, les chômeurs étaient regroupés dans des camps où ils étaient logés, nourris, et ils participaient à des travaux d'utilité publique. Il y en a eu à Montréal, il y en a eu au Québec. À Montréal, le jardin botanique a été construit d'ailleurs à l'époque par des chômeurs. En fait, à Montréal même, ils vivaient pas comme tel il n'y avait pas de camp de travail avec des baraquements, ça c'était plus en dehors des centres. À Valcartier, la base militaire de Valcartier a été construite par des chômeurs. Là, il y avait un vrai camp de travail. Mais à Montréal, les chômeurs étaient regroupés, beaucoup dormaient au parc Jeanne-Mance, puis s'ils voulaient avoir des bons de nourriture, puis 20 cents, 30 cents par jour, ils allaient travailler à la construction du jardin botanique, ou le marché Saint-Jacques, pas loin d'ici, au coin d'Amherst, puis Ontario, qui a été construit aussi par des chômeurs. Mais étant regroupés dans des camps de travail, tous ensemble, ça a facilité même l'organisation. Les groupes de chômeurs ont pris encore plus de force, et ils s'organisaient même un peu clandestinement à l'intérieur des camps. Il y a des journaux qui circulaient, des appels à l'organisation, et éventuellement des grèves qui ont été votées, qui ont été organisées, des manifs qui ont été organisés. La base d'organisation, c'était des camps de travail où il y avait des milliers de personnes disponibles. En 1935, le Parti communiste du Canada et les groupes de chômeurs ont mis de l'avant l'organisation d'une grande marche des chômeurs, l'idée étant de partir de tous les centres et de se rendre vers Ottawa pour aller présenter des revendications au gouvernement de l'époque, du premier ministre Bennett, gouvernement conservateur, pour exiger du travail, exiger des emplois pour tout le monde, puis la mise sur pied d'un régime d'assurance chômage. Puis juste pour le spécifier, le Parti communiste à l'époque revendiquait un régime d'assurance chômage universel, où tout le monde serait couvert par le régime, mais non contributif. C'est-à-dire que il avait même rédigé un projet de loi, le Parti communiste à l'époque. Dans le projet de loi, le régime aurait été financé essentiellement par l'État et les employeurs, mais les ouvriers et les ouvrières auraient pas contribué au financement, parce qu'ils disaient que le problème du chômage et du dédommagement des chômeurs, c'était lié aux crises du système capitaliste, puis c'était pas aux travailleurs à payer pour ce problème-là. Mais il fallait que les travailleurs soient dédommagés, par contre, quand ils se retrouvaient en chômage. Quand l'État était pas capable et les compagnies étaient pas capables de leur fournir des emplois. Cette marche des chômeurs-là a été écrasée, réprimée. Mais la question est restée, disons, dans le débat public, si on veut, de 1935 à 1940. Il y a eu tout un débat constitutionnel aussi, parce qu'éventuellement, le gouvernement fédéral a dit c'est beau, on va mettre sur pied un régime d'assurance chômage. Mais là, certaines provinces, dont le Québec, c'était Duplessis qui était là à l'époque, s'opposaient à ce que le fédéral mette sur pied un régime d'assurance chômage en disant les relations de travail, ça fait partie du droit civil, et le droit civil dans la Constitution, c'est une compétence provinciale. Donc, le fédéral n'a pas le droit de mettre sur pied un régime d'assurance chômage. Et ce n'est qu'en 1940, finalement, que l'ensemble des 9 provinces à l'époque ont adopté, le Duplessis avait débarqué, c'était un gouvernement libéral au Québec, que l'ensemble des 9 provinces ont voté dans leurs législatures respectives un amendement constitutionnel pour confier au fédéral la responsabilité de mettre sur pied un régime fédéral pan-canadien d'assurance chômage qui a commencé donc en 1941, qui à l'époque était pas universel. C'était seulement 42% des travailleurs-travailleuses qui étaient admissibles. Il y a plusieurs secteurs, comme toute la fonction publique, n'avaient pas droit, cotisaient pas, n'avaient pas droit, n'étaient pas couverts par le régime d'assurance chômage. Les travailleurs saisonniers n'étaient pas couverts. Les travailleurs agricoles, les ouvriers agricoles, le secteur de la pêche n'était pas couvert. Les policiers ne l'étaient pas, ça d'ailleurs, ça existe encore aujourd'hui, c'est une exception, mais les flics de la SQ ne cotisent pas au régime d'assurance chômage. Ils ne sont pas couverts par l'assurance chômage. Eux sont bien certains qu'ils ne seront jamais en chômage.
Malheureusement, ils n'ont pas tort, et ils se sont arrangés pour ne jamais avoir à payer pour le régime d'assurance chômage. Par contre, le financement de ce régime-là, dès le départ, ils n'ont pas retenu la proposition du Parti communiste, mais c'est un financement tripartite, c'est-à-dire il y a une cotisation ouvrière, cotisation patronale, et il y avait une cotisation de l'État, un tiers, un tiers, un tiers, qui finançait le premier régime d'assurance chômage. Ce régime-là a été élargi à la pièce, comme en 1955, finalement, les travailleurs saisonniers ont été rentrés dans le régime, puis il est devenu de moins en moins particulier, de plus en plus universel, et c'est vraiment en 1971 qu'il y a eu la première grande réforme du régime d'assurance chômage. C'était le gouvernement Trudeau à l'époque, c'était le ministre Bryce McKessie qui était responsable. Puis c'est quand même intéressant parce que c'est là qu'on voit à la fois l'époque où c'était encore les politiques keynésiennes qui présidaient au développement des politiques économiques des États dans les pays impérialistes. Il y avait l'idée que il faut donner d'argent au monde pour qu'ils dépensent pour participer à la circulation du capital, puis amoindrir les chocs des crises de surproduction. Puis il y avait aussi la force et la pression du mouvement ouvrier qui était militant dans les années 60, qui contribuait à créer une situation aussi qui forçait la bourgeoisie à faire des concessions aussi pour maintenir, disons, une relative paix sociale, en distribuant une plus grande part, dans le fond, des surplus que les bourgeoisies engrangent d'un pays impérialiste de part non seulement de l'exploitation de la classe ouvrière sur le marché domestique, mais l'exploitation des pays du tiers-monde qui permet des ressources naturelles et humaines des pays du tiers-monde qui permettent aux bourgeoisies des pays impérialistes d'engranger d'importants surplus, qui leur donnent une certaine marge de manœuvre, ou du moins à l'époque, qui donnait une certaine marge de manœuvre aussi pour développer les programmes sociaux. Ce livre blanc-là partait du principe que c'était formulé tel quel, si jamais il y en a qui veulent retourner lire ça en bibliothèque, reconnaissait le principe que le chômage n'était pas la responsabilité des travailleurs, ni des acteurs économiques au niveau individuel, mais était lié à la réalité même du système économique dans lequel on vit, et aux choix aussi politiques qui sont faits par les gouvernements qui ont des conséquences sur la vie du monde, puis peuvent contribuer par l'adoption de certaines politiques à créer des situations de chômage. Donc ce régime-là se voulait universel, la totalité, à part les flics, des travailleurs et travailleuses sont devenus cotisants au régime d'assurance chômage et couverts par le régime d'assurance chômage. Puis juste pour vous donner une petite idée des caractéristiques du régime à l'époque, c'est quand même fantastique quand on y pense. Puis je pense que si on gagnait ça aujourd'hui, ce serait quand même un gain appréciable pour les travailleurs et les travailleuses. Il suffisait en 1971 d'avoir travaillé 8 semaines, au moins 15 heures par semaine. Donc une semaine où on travaillait 15 heures et on cotisait pour 15 heures de travail à l'assurance chômage était une semaine assurable. Il suffisait d'avoir travaillé 8 semaines assurables dans une année pour avoir droit à 50 semaines de prestations d'assurance chômage. Un an de chômage, donc, parce qu'il y a toujours les 2 premières semaines qu'on appelle le délai de carence où on n'est pas payé pour l'assurance chômage. À partir de la 3e semaine, on est payé. Et ça donnait un an de chômage, dans le fond, 50 semaines de prestations. Puis le taux de prestation, c'était 66% du salaire. C'était 75% du salaire pour les chômeurs et chômeuses qui avaient des enfants en charge. Quelqu'un qui quittait volontairement sa job, peu importe le motif, parce qu'il voulait retourner aux études, parce que ça ne tentait plus, parce que le boss le faisait chier, parce que le boss voulait pas augmenter son salaire ou faisait pression pour améliorer la productivité ou le rendement sur la chaîne de montage, peu importe. Quelqu'un qui disait ça me tente pas, je lâche ma job, mais qui avait travaillé son 8 semaines à 15 heures, donc 120 heures de travail, il avait droit à un an de chômage, moins 3 semaines. On lui coupait 3 semaines de pénalité parce qu'il avait lui-même quitté sa job, mais il avait quand même droit à 47 semaines de prestations, à 66% de son salaire. C'est sûr qu'une situation comme ça pouvait pas... La même chose aussi pour quelqu'un qui était congédié parce qu'il avait donné un coup de poing sur la gueule du boss. Un congédiement pour inconduite, on était pénalisé de 3 semaines de chômage. Et ça, c'est sûr que ça allait pas durer très très longtemps. Quand on dit que la bourgeoisie tente toujours de reprendre d'une main ce qu'elle a été obligée de concéder de l'autre, ça n'a pas pris 20 ans avant que ça arrive. Dès 1975, 4-5 ans plus tard, on a augmenté de 3 semaines à 6 semaines les pénalités en cas de congédiement ou pour inconduite ou de départ volontaire. Il y a eu le nombre de semaines pour être admissible, finalement on a augmenté ça à 10, éventuellement 12, éventuellement 14 semaines. Néanmoins, ça donnait quand même un an de chômage, ce qui était quand même pas si pire. Mais il y a eu des resserrements. Il y a eu aussi quelque chose d'important qui est arrivé, c'est que, surtout important par rapport à l'avenir de tout ça, du régime d'assurance chômage, à un moment donné, vers la fin des années 70, on a commencé aussi à dire, c'est bien beau payer du monde quand ils sont chômeurs pour rester à la maison, mais cet argent-là qu'on collecte pour le régime d'assurance chômage, il faudrait l'utiliser pour augmenter l'employabilité des prestataires. C'est un discours qu'on entend beaucoup sur la question de l'aide sociale, mais sur la question de l'assurance chômage, c'est la même chose. Et on a commencé à utiliser une partie des fonds pour financer ce qu'on appelle des mesures actives, donc des chômeurs pour qu'ils suivent des cours, qui participent à des programmes d'employabilité, des programmes d'insertion en milieu de travail. Donc ça a été dans l'idée que faut qu'on arrête de payer le monde à rien faire. Il faut les payer seulement s'ils font quelque chose pour améliorer leur employabilité. Et c'est vraiment, par contre, en 1990 qu'il s'est mis à y avoir une vague de réformes
dans le régime d'assurance chômage, 1990, 1993 et 1996. 3 vagues de réformes. En 1990, d'abord, il y a eu une chose importante, c'est que l'État a décidé de se retirer du financement du régime. Alors là, on est entré vraiment, donc le régime depuis 1990 n'est plus financé que par les cotisations ouvrières et les cotisations patronales. Et ça s'est accompagné ou ça venait appuyer l'idée que le régime d'assurance chômage, qui était vu dans le livre blanc de la CSC en 71 comme un régime de protection sociale, comme un programme social, comme l'aide sociale ou d'autres programmes sociaux, à partir de 1990, on a conçu le régime comme un régime d'assurance, beaucoup plus qu'un régime de protection sociale. Les acteurs économiques payent, les employeurs et les salariés payent pour avoir un régime d'assurance, ils vont être indemnisés dans une certaine mesure, et on a introduit la notion de risque dans le régime en 1980. Et c'est là qu'on a la fameuse pénalité de 3 semaines qui avait passé à 6 semaines là, pour ceux qui quittaient volontairement leur emploi ou qui étaient congédiés pour une inconduite, mais on l'a monté à 12 semaines. On a dit, là, les gens, on va leur couper une partie de l'indemnité sérieusement. 12 semaines, ça commence à être plus important, parce que dans une logique d'assurance, c'est eux qui ont provoqué les risques. Ils ont donné le point sur la gueule du boss, ou peu importe, là, ils se sont absentés, puis le boss n'était pas content à cause d'absences répétées, le boss les a congédiés, mais là, tu t'es absenté trop souvent, tu as toi-même provoqué des risques. C'est comme quelqu'un qui met le feu à sa maison, même si c'est une assurance habitation, il ne sera pas indemnisé par la compagnie d'assurance, parce que c'est lui qui a provoqué des risques. C'est lui qui a provoqué, qui est responsable du sinistre. Donc on est vraiment entré dans une logique différente au niveau du régime d'assurance chômage. Et ça, il y avait beaucoup de pression qui allait dans ce sens-là. Je les ai pas apportés, mais il y a des rapports de l'OCDE, par exemple, qui avaient été émis à l'époque, qui s'adressaient au gouvernement du Canada, puis qui leur disaient votre régime d'assurance chômage, il est pas bon, premièrement parce qu'il paye du monde à rien faire, et ça décourage le monde de chercher de l'ouvrage ou d'accepter n'importe quel job. Et ça aide pas les entreprises à trouver la main-d'œuvre bon marché dont ils ont besoin. Puis on a besoin de main-d'œuvre bon marché. Et ils demandaient au gouvernement du Canada d'adopter, de suivre le courant, parce que déjà aux États-Unis, en Europe, on avait commencé à restreindre les conditions d'admissibilité des régimes d'assurance chômage. Et il y a eu des grosses pressions sur le Canada pour s'adapter à ça, et c'est ce qui s'est produit dans les années 90. Donc, l'État sortir du financement, on augmente à 12 semaines les exclusions dans le régime d'assurance chômage. Le retrait du financement de l'État dans le régime, en passant, ça a eu comme conséquence que là, le régime est devenu déficitaire et engrangeait des déficits une année après l'autre. Ce qui fait que 3 ans plus tard, ça a justifié une deuxième réforme où on a baissé le taux de prestation. En fait, on l'avait déjà diminué de 66 à 60%. Là, on l'a baissé à 57%. Et en 93, là, il y a eu un changement fondamental dans le régime qui a été que finalement, pour les gens qui quittent volontairement leur emploi sans justification ou qui sont congédiés parce que l'employeur allègue une inconduite, ben, ces gens-là ont perdu tout droit à l'assurance chômage. Bon, c'est ce qu'on appelle les exclusions totales dans le régime d'assurance chômage par rapport aux anciennes exclusions là, qui étaient de 3, 6 ou 12 semaines. Là, c'était les exclusions totales. Ça, c'était important parce que là, on venait jouer sur les rapports de force entre les ouvrières, les ouvriers, les travailleuses et le patronat. Sur le rapport entre le capital et le travail. C'est-à-dire que tu as une job et, mettons, pas syndiqué, donc dans une situation de plus grande vulnérabilité. À un moment donné, il se passe des affaires au travail que normalement, des pressions sur la productivité, des pressions sur les conditions de travail, du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique en milieu de travail, peu importe. Mais avant, les gens qui n'avaient pas de moyens de s'organiser ou pas de capacité de s'organiser, ils pouvaient se dire, au pire, je vais quitter ce job-là, puis je sais que dans le pire des cas, ils vont me couper le couple de semaines de chômage, et je vais avoir du chômage, puis je vais me trouver quelque chose de mieux. Mais maintenant, les gens, depuis 1993, bon, il y en a qui font encore, mais c'est parce qu'ils ne savent pas, puis ils se retrouvent qu'ils n'ont pas de chômage. Mais les gens, ils sont obligés d'accepter des situations qu'ils n'accepteraient pas normalement, parce qu'ils n'ont rien. S'ils lâchent leur job dans cette situation-là, c'est soit l'aide sociale, s'ils ont le droit à l'aide sociale, ou c'est rien du tout. Parce qu'ils n'auront pas droit à l'assurance chômage. Donc, ils sont en situation de vulnérabilité par rapport aux exigences des capitalistes. Et c'était ça le but de ces exclusions totales-là, qui existent encore par ailleurs aujourd'hui. Donc, taux de prestation qui diminue à 57%, ensuite à 55%. Réduction du nombre de semaines de prestations. On a réduit, au lieu d'avoir droit à 50 semaines de prestations, là, on est passé à 34 à 41 semaines de prestations payables, dépendamment du taux de chômage en vigueur dans la région où on vit. Ça, c'est en 1994. On a augmenté le nombre d'heures de travail que ça prend pour se qualifier. Là. Le fameux 8 semaines à 15 heures semaine, on avait déjà augmenté ça. En 1996, on est passé à un régime où c'est plus les semaines qui comptent, mais c'est les heures. Mais on a doublé, voire triplé le nombre d'heures que ça prend pour se qualifier. Donc, baisse du nombre de semaines d'admissibilité. Aujourd'hui, c'est 14 à 45 semaines d'admissibilité pour quelqu'un qui fait une demande de prestation. Baisse du taux de prestation à 55%. Augmentation du nombre d'heures pour se qualifier, puis exclusion de tous ceux et celles qui quittent volontairement leur emploi sans justification ou qui sont congédiés pour inconduite. Mais ça fait en sorte là que
D'abord, au lieu d'avoir 85% des chômeurs-chômeuses au Canada qui avaient droit à l'assurance chômage à la fin des années 80, ben aujourd'hui, c'est à peu près 45% des chômeurs-chômeuses au Canada qui ont droit à l'assurance chômage. Et il est arrivé aussi, bon, le fait qu'on réduise tout ça, ben, ça a fait en sorte aussi que là, après quelques années de déficit, la caisse d'assurance chômage est revenue avec des surplus. Puis là, ben, de 1996 à 2008, ça a été les fameux surplus accumulés de 57 milliards dans la caisse d'assurance chômage qui ont été détournés, qui ont été volés, puis utilisés pour d'autres dépenses du gouvernement fédéral plutôt que l'assurance chômage. Ça, c'était la situation, donc, après la réforme Axworthy en 1996. Et de 1996 jusqu'à l'an dernier, il n'y a pas eu de changement majeur dans le régime d'assurance chômage. Alors, cette situation-là perdurait avec quelques petits ajustements ici et là, souvent pour des raisons très clientélistes, accorder dans certaines régions des bonifications du nombre de semaines de prestations pour des travailleurs saisonniers ou des situations comme ça. Mais pas vraiment de changement jusqu'à la réforme actuelle. Avant d'en venir à la réforme actuelle, il faut bien, j'ai fait ce rappel historique-là pour un peu illustrer ou ouvrir la discussion sur le rôle que le régime d'assurance chômage joue dans le cadre des rapports entre le capital et le travail dans le système capitaliste. Marx avait bien, dans le Capital, expliqué c'était quoi le chômage, c'était quoi le phénomène du chômage. Il avait utilisé une expression que tout le monde reprend encore aujourd'hui, même des économistes bourgeois ont repris cette expression-là parce qu'il avait bien ciblé le rôle que joue le chômage dans le système capitaliste en parlant des chômeurs comme étant l'armée industrielle de réserve. Il disait que le capitalisme a besoin du chômage et d'un grand bassin de chômeurs pour différentes raisons. Une étant que dans des périodes où il y a un besoin où il y a un besoin rapide de main-d'œuvre, ça prend une main-d'œuvre disponible pour les besoins de la bourgeoisie. Et par ailleurs, cette masse de chômeurs-là sert à accentuer la concurrence entre les travailleurs et les travailleuses et à créer une pression générale à la baisse sur les salaires des travailleurs et des travailleuses. Et les régimes d'assurance chômage qui se sont développés au début du 20e siècle, ça a pris, comme je l'ai dit, un peu plus de temps au Canada, les régimes d'assurance chômage sont venus, dans le fond, atténuer ce phénomène-là, dans le fond, c'est un mécanisme de défense pour les travailleurs et travailleuses pour diminuer atténuer le rôle négatif que joue l'existence d'une armée industrielle de réserve sur les rapports entre le capital et le travail. Ça a été mis sur pied, donc je l'ai dit à la fois parce qu'il y avait des luttes ouvrières, puis une résistance ouvrière et des révoltes ouvrières et même des révolutions aussi. Il faut voir d'ailleurs que toutes ces grandes réformes-là, les programmes sociaux dans le 20e siècle qui se sont développés, c'est à la fois la conséquence des pressions exercées par le mouvement ouvrier dans les pays respectifs, la conséquence aussi du développement de politiques qui visaient à être plus interventionnistes au niveau économique, à calmer le jeu aussi au niveau de la paix sociale. Et ça avait un rapport aussi sur l'opposition entre le socialisme et le capitalisme. Et l'existence d'un camp socialiste après la Révolution d'octobre qui servait aussi dans ce rapport de force-là à accentuer, à forcer la bourgeoisie, dans le fond, à faire des concessions, des compromis, puis à donner de quoi, distribuer des miettes, mais des fois même, c'était un peu plus que des miettes au mouvement ouvrier pour empêcher les révolutions et surtout avec l'attrait que les sociétés révolutionnaires comme l'URSS pendant quand même plusieurs années ont eu sur la classe ouvrière dans les pays impérialistes. Et c'était le cas aussi au Canada, peut-être que dans une moindre mesure qu'en Europe, mais néanmoins c'était le cas quand même aussi au Canada. Donc les réformes des années 80 et 90 et celles d'aujourd'hui, on va le voir dans quelques instants, dans le fond s'inscrivent dans une vague de contre-réformes, une vague même d'offensive contre tous ces développements-là qu'il y avait eu au 20e siècle pour, dans le contexte de la crise, écraser la classe ouvrière, puis permettre à la bourgeoisie de sortir de la crise, puis de faire face aux nouvelles exigences de la concurrence inter-impérialiste qui s'exacerbe au niveau international, puis qui impose à la bourgeoisie d'aller récupérer des miettes qu'elle est obligée de concéder, puis de porter des coûts qualitatifs importants à la classe ouvrière, au mouvement ouvrier. La réforme actuelle, donc, elle a été annoncée en mars 2012 dans le projet de loi C-38, en fait dans le budget Flaherty, puis ensuite dans le projet de loi C-38, qui découlait du budget Flaherty. On en a connu les grandes lignes en mai 2012, puis les principaux éléments de la réforme, on les a connus réellement le 17 décembre 2012, ça fait pas longtemps, quand le nouveau règlement sur l'assurance chômage a été publié dans la Gazette du Canada, qui est entré en vigueur le 6 janvier. Il y a beaucoup d'éléments dans la réforme que j'aborderai pas, parce que le but de la présentation de ce soir n'est pas d'expliquer en long et en large tout le détail de la réforme, mais on va s'attarder au plus important, celui qui vient amener l'idée que c'est aux travailleurs de payer pour la crise, aux travailleuses de payer pour la crise, de diminuer le plus possible la protection offerte par le régime d'assurance chômage et de forcer tous les chômeurs, chômeuses à ne pas rester en chômage et à accepter n'importe quel job à n'importe quelle condition le plus vite possible. Cette idée-là, elle s'incarne dans un aspect de la réforme et c'est celui que je vais présenter. C'est celui à propos duquel il y a des mobilisations quand même considérables dans les dernières semaines, les derniers mois,
beaucoup dans l'est de la province, beaucoup dans les provinces maritimes par ailleurs, là où il y a beaucoup de travail saisonnier. Mais on va voir que la réforme ne vise pas que les travailleurs et travailleuses saisonniers. Et contrairement à ce que prétendent certains nationalistes, et comme Pierre Paquette a écrit un texte il y a quelques semaines à cet effet-là dans la presse, la réforme de l'assurance chômage n'est pas une attaque contre le Québec. La réforme de l'assurance chômage est une attaque contre la classe ouvrière. Et la classe ouvrière de toutes les provinces. Elle aura plus ou moins d'impact dans certaines régions, elle en aura plus que d'autres. Et ça pourrait être le cas au Québec, mais ce n'est pas une attaque contre le Québec. Les travailleurs et travailleuses aussi en Colombie-Britannique, en Ontario, sont touchés par la réforme. Il y a 20% des prestataires d'assurance chômage en Ontario qui sont des travailleurs saisonniers et des travailleurs saisonnières qui sont aussi touchés que les travailleurs saisonniers au Nouveau-Brunswick ou aux îles de la Madeleine ou n'importe où ailleurs. Donc, l'aspect de la réforme qui est le plus à dénoncer, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'au 6 janvier 2013 et depuis 1941, les prestataires d'assurance chômage, quand ils touchent les prestations, ils ont toujours été obligés de chercher une job. Ils ont toujours été obligés d'être en recherche active d'emploi. Bon, par contre, l'intensité des contrôles a varié à travers les époques. Là. Il y a des époques où il y avait très peu de contrôles qui se faisaient. Il y a des époques où il s'en faisait plus. C'est sûr que dans les dernières années, il y avait déjà plus de contrôles qui se faisaient. Par contre, la loi de l'assurance chômage, ça c'est quelque chose auquel les gouvernements n'avaient pas touché dans les vagues de réforme des années 90. Allez savoir pourquoi, c'est parce qu'ils avaient peut-être juste oublié de toucher à cet aspect-là. Il y avait un aspect de la loi qui disait que oui, tout le monde doit chercher activement un emploi, mais tout le monde a le droit de chercher un emploi dans son même domaine, au même salaire ou mieux. C'était à peu près ce que disait la loi de l'assurance chômage. Donc, un charpentier menuisier qui était entre deux chantiers ou entre deux contrats, il pouvait entre guillemets, il fallait qu'il cherche une job, mais il pouvait se dire, moi je vais chercher une job de charpentier menuisier au même salaire. De toute façon, dans ce secteur-là, c'est conventionné, là, fait que c'était au même salaire. Une éducatrice en service de garde, avant que ça soit tout syndiqué, qui n'était pas syndiqué, elle pouvait se dire, je vais me chercher une job comme éducatrice en service de garde, puis je vais le faire au même, puis j'acceptais pas une job en bas du salaire que j'avais dans mon dernier contrat. Quand j'ai remplacé une autre éducatrice qui était en congé de maternité là, pour 6 mois, je vais me chercher une job au même salaire ou mieux. J'ai même le droit de viser mieux. C'est ça que la réforme est venue changer, essentiellement, en obligeant aujourd'hui tout le monde à chercher des jobs à un salaire moindre et éventuellement dans n'importe quel domaine ou dans d'autres domaines d'activité. Ce qui est changé, dans le fond, c'est la définition de ce qu'il appelle dans la loi un emploi convenable. Tout le monde doit chercher activement un emploi convenable et tout le monde va être pénalisé si on ne cherche pas suffisamment un emploi ou si on cherche un emploi avec des exigences qui dépassent celles d'un emploi convenable. Ou encore, on va être exclu du régime si on refuse un emploi convenable ou si on néglige de profiter d'une opportunité d'emploi convenable. Je suis en chômage, puis j'apprends qu'il existe un poste disponible à quelque part. On m'informe de l'existence d'un poste disponible à quelque part qui est convenable selon les critères. Et si je néglige d'appliquer, je suis exclu de l'assurance chômage. Évidemment, l'assurance chômage apprend que j'ai négligé d'appliquer. Avec la nouvelle définition d'emploi convenable, on crée 3 catégories de prestataires, puis les exigences vont varier selon chaque catégorie de prestataires. Ça, c'est important parce que dans le régime d'assurance chômage, jusqu'à maintenant, même dans une logique assurantielle comme celle qui présidait au régime depuis 1990, une fois que le monde il y a juste, comme je vous ai dit, 45% des chômeurs-chômeuses actuellement qui ont droit à l'assurance chômage, mais une fois qu'on avait droit à l'assurance chômage, tout le monde était traité sur le même pied. Les droits de chaque prestataire n'étaient pas différents entre un prestataire au Nouveau-Brunswick ou un prestataire en Colombie-Britannique. Il n'était pas différent selon que j'utilise souvent ou pas l'assurance chômage, si c'est la première fois ou la 20e fois dans ma vie que j'ai recours. Maintenant, on crée des catégories de prestataires et les droits vont varier selon chaque catégorie. Donc, on peut dire que c'est un cran de plus dans la logique que c'est ta faute si t'es en chômage. Le principe assurantiel que je disais tantôt, c'est toi qui as provoqué les risques, mais là, tu as choisi, mettons, d'étudier à l'université, puis après ça, de trouver une job comme chargé de cours dans un cégep, mais tu as choisi que ta carrière, ce serait chargé de cours, donc c'est une carrière à risque. Tu as choisi de travailler dans une usine de poissons parce que tu vis dans la péninsule acadienne, puis donc tu vas avoir d'ouvrage pour toi 4 mois par année, mais assume la responsabilité de ton choix. Tu aurais pu choisir, au lieu de travailler dans une usine de poissons qui est ouverte 4 mois par année, d'aller travailler au Tim Hortons à Takadishaila, qui lui te donne de l'ouvrage à l'année. Parce qu'il est ouvert à l'année, puis même 24 heures par jour, 7 jours par semaine de Tim Hortons. Donc, tu fais ce choix-là, tu vas assumer à conséquence le risque qui vient avec ça, d'être en chômage plus souvent. Les catégories, il va y avoir d'abord les travailleurs de longue date. Ça, sans être trop technique dans la chose, là. Il faut avoir été un cotisant à l'assurance chômage selon certains barèmes pendant au moins 7 des 10 dernières années. Puis pas avoir touché plus que 35 semaines de prestations régulières d'assurance chômage dans les 5 dernières années qui précèdent notre demande de prestation quand on perd notre job. À l'opposé, il va y avoir des prestataires fréquents. Dans le règlement, c'est pas féminisé. Ils disent que c'est ceux ou celles qui ont reçu plus que 60 semaines de prestations régulières dans les 5 dernières années et qui ont fait au moins 3 demandes de chômage, qui ont établi au moins 3 demandes de prestations dans les 5 dernières années.
Ça, c'est clairement, quand on parle des travailleurs saisonniers, là, qui sont autant des gens dans les usines de poissons, que des gens dans l'industrie touristique en Gaspésie, mais ou que des chargés de cours ici à Montréal, des gens qui travaillent des techniciens de son dans l'industrie du cinéma, des travailleurs de la construction, pas beaucoup de travailleurs de la construction, 3% seulement, des travailleurs de la construction qui ont une moyenne d'heures de travail d'1 millier d'heures par année. Donc, ils sont en emploi à peu près 7-8 mois par année. Il y a très peu de métiers où il y a d'ouvrages à l'année. C'est très rare, ceux de la construction qui vont travailler à l'année longue. Soit ils ont des jobs comme couvreurs où ça se fait pas à l'année longue de toute façon pour des raisons de météorologiques. Ou il y a d'autres métiers que ils sont très spécialisés où ils passent d'un chantier à l'autre, mais une fois que le chantier est fini, ils vont être quelques semaines en chômage avant de se trouver une job dans un autre chantier. Donc, dans la construction, là, il y a une forte majorité des travailleurs de la construction qui font des demandes de prestations à chaque année. Ils ont toujours une période d'année où ils tombent en chômage, ils font une demande de prestation. La demande de prestation, elle reste ouverte pour 1 an. Donc, ils roulent toujours sur une demande de prestation. Ils peuvent travailler 3 mois, se trouver une job, puis là, ça arrête pour 4-5 semaines, ils renouvellent, ils réactivent leur demande pour 4-5 semaines. Ah, c'est pas un autre chantier pour 1 mois. Au bout d'1 mois, ils sont 3-4 semaines encore en chômage, ils renouvellent. Ils ont tout le temps de demandes en cours. C'est eux et elles qui ont le plus de chances, évidemment, d'être classés comme prestataires fréquents. Bon, petite précision, au Québec, les travailleurs de longue date, c'est 25% des prestataires. Les prestataires fréquents, c'est 18% des prestataires. Tous les autres, entre les deux, qui sont au Québec la majorité des chômeurs-chômeuses, ça va être les prestataires occasionnels. C'est pas compliqué, c'est tous les autres, toutes les autres. Là, ben, vous allez voir dans le fond, ce que vous avez probablement déjà entendu parler, là, c'est-à-dire les exigences de type d'emploi qu'il faut chercher et à quel salaire. Il y a un tableau qui vous l'explique. Ce que vous voyez, c'est une période de prestation. Donc, je tombe en chômage aujourd'hui, je fais une demande de prestation. La période de prestation est couverte pour 1 an. Je vais peut-être avoir droit à 14 à 45, entre 14 et 45 semaines de prestation. À Montréal, ça varie entre 18 et 42 présentement. Les 2 semaines, les 2 premières semaines, je l'ai dit, c'est comme une franchise en assurance, c'est le délai de carence. Il y en a qui appellent ça les semaines d'attente. On n'est pas payable, on n'est pas payé. En assurance chômage, les 2 premières semaines. Mais pour un travailleur de longue date, celui-là ou celle-là a 18 semaines pour se chercher une job, et il ne faut pas qu'il refuse une job qu'on lui offre, là, qui correspond à sa même occupation, son occupation habituelle, à 90% de son salaire de référence. Et à partir de la 19e semaine, il faut qu'il cherche à 80% de la rémunération de référence dans ce qu'on appelle une occupation semblable, qui n'est plus nécessairement à ce moment-là son métier. Donc, on n'a pas encore toutes les précisions sur ce que ça veut dire, mais mettons, une éducatrice en service de garde, on peut penser qu'une occupation semblable pourrait être, à la limite, monitrice dans un parc, dans un camp de jour. Les prestataires occasionnels, eux autres, ont 6 semaines pour chercher une job, incluant les 2 semaines d'attente pour chercher une job activement. Là, on parle de 5 recherches d'emploi par semaine, là, quand on parle d'une recherche active. C'est ça l'exigence, même si c'est pas quantifié comme tel dans la loi. La même occupation à 90% du salaire. À partir de la 7e semaine, occupation semblable à 80% du salaire. Puis à partir de la 19e semaine, n'importe quel job pour lequel je suis qualifié ou pour lequel un employeur est prêt à m'embaucher, même si moi je trouve que je suis pas qualifié, mais qu'il est prêt à m'embaucher, puis qu'il veut, mettons, chez McDo, me montrer comment tourner les boulettes, puis ça, ils vont me donner un training on-site de 24 heures, là, ben, ils m'offrent la job. Donc, même si j'ai jamais fait ça de ma vie, à 70% de mon salaire. Et pour les prestataires fréquents et fréquentes, c'est 6 semaines à 80%, puis à partir de la 7e semaine, c'est le 70% du salaire dans n'importe quel job. Précision ici. Qu'est-ce qu'on entend par la même occupation? Ça, c'est aussi un tour de passe-passe qui nous avait pas été dit, mettons, quand la réforme avait été annoncée en mai 2012, mais quand on a eu le règlement en décembre, on s'en est rendu compte en lisant le texte du règlement. Quand on dit que pour les travailleurs de longue date, on leur donne 18 semaines pour chercher la même occupation, puis pour les prestataires occasionnels, c'est 6 semaines, ben, en fait, on a précisé dans le règlement que la même occupation s'entend de tout emploi exercé par le prestataire dans sa période de référence. La période de référence étant l'année qui précède la demande de prestation. On pourrait avoir encore là une éducatrice en service de garde, elle a étudié là-dedans, elle a fini son cours, puis pendant qu'elle étudiait, elle était aussi commise dans une quincaillerie, puis elle gagnait sa vie comme ça, puis à un moment donné, elle retourne aux études, puis elle faisait des cours en même temps qu'elle travaillait. Puis là, après avoir fini son cours au cégep, elle s'est trouvée un petit remplacement de 3 mois, 4 mois dans une garderie. Là, le remplacement est fini, elle perd sa job, elle fait une demande de chômage. Ben, elle, on va lui dire, OK, mettons qu'elle est prestataire occasionnelle, on va lui dire, on va te donner 6 semaines pour chercher la même occupation, mais la même occupation, c'est autant commis de quincaillerie qu'éducatrice en service de garde. T'sais. Il va falloir que tu cherches les deux. Si tu refuses l'un ou l'autre de ces emplois, on va te couper ton chômage. Même si son métier, c'est éducatrice en service de garde. Deuxième chose, bon, l'occupation semblable, ça c'est moins clair, là, c'est un peu ce que je disais, ça pourrait être, mettons, pour une éducatrice en service de garde, une monitrice dans un parc. Là. On parle d'une job qui comporte des fonctions comparables à celles qu'on a occupées dans notre période de référence. Dans tous nos emplois. Encore là, si on a eu 3 ou 4. En passant, ce que ça veut, à la limite, même, il peut avoir un ouvrier d'usine spécialisé, dans une usine de meubles, mettons, mais qui fait ça depuis 20 ou 30 ans, puis il perd sa job, il est travailleur de longue date, puis Harper, il dit, on sera pas trop méchant parce que vous êtes les good guys, là, les travailleurs de longue date, vous n'avez pas trop abusé du système.
Mais si dans son année de référence, il a eu le malheur de dépanner son beau-frère qui a une quincaillerie, puis de travailler pendant 7-8 fins de semaine là, pour l'aider aussi, même s'il travaille à l'usine de meubles, puis l'usine ferme, il va chercher aussi une job là, de commis de quincaillerie. C'est bien pour dire. L'autre affaire aussi, c'est que la rémunération de référence, parce qu'on dit qu'il faut chercher une job à 70, 80 ou 90% de notre salaire habituel. Mais le salaire habituel, c'est le salaire de l'emploi qui a été occupé pendant le plus grand nombre d'heures dans notre année de référence. Et ça, c'est pas nécessairement le plus payant. Notre éducatrice de service de garde de tantôt, pendant 8 mois, pendant qu'elle était aux études, ça faisait 10 ans qu'elle travaillait comme commis de quincaillerie, puis à un moment donné, elle retournait aux études pour améliorer sa situation. Puis là, elle a eu une poignée de job, un remplacement de 4 mois à remplacer un congé de maladie d'une éducatrice, puis le remplacement est fini. Elle va faire sa demande de chômage. Mettons qu'elle est prestataire occasionnel, il faut qu'elle cherche une job à 80% de son salaire. Ça ne sera pas le salaire d'éducatrice à 18 piastres de l'heure qu'elle avait. Ça va être le salaire de commis de quincaillerie, parce que dans son année de référence, elle a été 4 mois éducatrice, puis 8 mois de commis de quincaillerie. Donc la job qu'elle a travaillé le plus grand nombre d'heures, c'est commis de quincaillerie. On va la forcer à baisser son salaire, mais même pas baisser son meilleur salaire. Baisser un salaire moindre. Il y a d'autres critères qui vont être pris en ligne de compte, qui sont du cas à cas, qui vont varier là, selon la situation individuelle de chaque personne. Mais à chaque fois, ça va être à nous autres de faire valoir auprès de l'agent d'intégrité, comme ils appellent à cette heure, ou l'enquêteur d'assurance chômage, de faire valoir ces situations-là. On pourrait dire, par exemple, que mon état de santé ne me permet pas de faire cette job-là que vous m'offrez. Mes capacités physiques ne me le permettent pas. Je suis éducatrice en service de garde, tu m'offres une job à 80% de mon salaire, mais c'est pour laver des vitres en hauteur au 30e étage d'un immeuble, je souffre de vertige, donc je suis pas capable de faire ça. Là, ils vont peut-être demander une preuve médicale, un certificat, tout ça, puis on va pouvoir aller voir le fonctionnaire et dire coupe-moi pas, je souffre de vertige, je suis pas capable de faire ça. En passant, si mon rendez-vous au chômage, c'est avec un agent d'intégrité, vous savez qu'ils ont des quotas à atteindre 45 000 par mois, là, 480 000 par année de coupure, ou de non-paiement de prestations, puis que les chefs d'équipe des agents d'intégrité, leur bonus annuel dépend de l'atteinte des objectifs de rendement. Fait que là, c'est sûr que si je suis convoqué au bureau de chômage, puis qu'ils me montrent une offre d'emploi à 12 piastres de l'heure pour laver des vitres en hauteur, que je suis pas capable, puis je dis, hey, faites-moi pas faire ça, je suis pas capable, je sais que déjà, juste à en entendre parler, je suis pas capable de travailler en hauteur comme ça, j'ai un problème de vertige. Si on est à la fin du mois, puis que l'agent d'intégrité a déjà atteint ses objectifs pour le mois, il va peut-être dire, ah, c'est beau, tu sais, puis il est de bonne humeur, puis autant chez vous, je t'écœurerai pas. Par ailleurs, s'il n'a pas atteint ses objectifs pour le mois, ou l'autre dans le bureau à côté qui est dans la même situation, mais il n'a pas atteint ses objectifs pour le mois, mais lui, il va dire, je coupe, puis son boss va être content. Puis j'accepte pas ton explication, c'est pas sérieux, va-t'en travailler, puis prends sur toi, puis grimpe. Le deuxième facteur, c'est on se poser tenir compte de la compatibilité de l'horaire de travail avec nos obligations familiales ou nos croyances religieuses. Fait que si, dans les exemples qu'ils donnent, ils disent par exemple qu'une personne catholique à qui on offre une job qui oblige à travailler le dimanche pourrait dire, moi je peux pas travailler le dimanche parce que je vais en messe 3 fois tous les dimanches. Et ils sont supposés accepter cet argument-là. La compatibilité de l'horaire de travail avec les obligations familiales aussi, tu sais, c'est une job de nuit, puis j'ai 3 enfants, je suis monoparental, puis j'ai 3 enfants âgés de 5, 6 et 7 ans, et il n'y a pas de CPE ouvert la nuit, donc je peux pas aller travailler. Ils vont sûrement obliger la personne à prouver qu'elle n'a pas d'autre option et qu'il n'y a personne dans sa famille qui peut garder. Là. Une fois que la personne qui va assumer son fardeau de preuve de démontrer qu'elle n'a trouvé personne, aucune option pour garder la nuit, ben la job n'est pas convenable. Et vous comprenez que ça va être au travailleur ou à la travailleuse tout le temps de faire valoir ces situations-là. Puis de se retrouver avec une décision qui va peut-être être quand même négative. Et de devoir ensuite aller la contester en vertu d'un nouveau processus de contestation dont je ne parlerai pas, mais qui va limiter fortement la capacité des gens à contester des décisions. Bon, ça c'est intéressant parce que c'était pas dans le projet de réforme initial. Si la nature du travail est contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire, l'emploi n'est pas convenable. Un exemple qui donne, on pourrait penser facilement à une personne qui est membre d'un groupe pro-vie et qui veut s'offrir une job de réceptionniste dans une clinique d'avortement. On pourrait dire, cet emploi n'est pas convenable pour moi, je suis pas capable de faire ça moralement, ou même par rapport à mes croyances religieuses. Jusqu'où on peut l'étirer? Est-ce qu'on pourrait dire, moi, je n'irai pas travailler chez McDo parce que je suis contre le fait, ça, je pense que ça passerait pas, mais je suis contre le fait, mettons, que on distribue des jouets dans des joyeux festins qui sont fabriqués par des enfants, qui sont forcés de travailler dans des usines avec leurs parents, qui n'ont même pas de salaire en Chine. Peut-être que c'est un argument qu'on pourrait faire, que quelqu'un pourrait faire valoir, et ça serait peut-être accepté. Peut-être qu'il va falloir là que la personne prouve que, mettons, elle est déjà allée dans des manifs pour les droits de la personne, ou qu'elle est membre d'Amnesty International, ou de quelque chose, qu'elle est membre de la CLAC ou du PCR, ça. Je suis pas sûr que ça soit accepté. Mais bon. Ils vont tenir compte du temps de déplacement. Si la job est à plus qu'une heure du domicile, est pas convenable. Mais on dit que dans certains cas, ça peut être plus qu'une heure. Et ça, c'est la région de Montréal ou Toronto. Si c'est pas inusité pour quelqu'un dans la région de Montréal, si c'est pas inusité sur le marché du travail, dans notre région de résidence, de voyager plus qu'une heure, ben, ils peuvent nous l'exiger. Puis, effectivement, à Montréal ou à Toronto, il y a bien du monde qui voyage plus qu'une heure pour aller travailler. Donc, ça pourrait être plus qu'une heure. Ils disent aussi que si quelqu'un, dans son année de référence, a voyagé plus qu'une heure, s'est peinturé dans le coin en acceptant une job qui était à plus qu'une heure, il faut qu'elle soit prête à le faire encore.
Et ça, 1 heure de route, ça nous amène à Joliette. Disons, je travaille à Montréal, j'étais éducatrice en service de garde, j'ai travaillé pendant 4 mois, puis je gagnais 18 piastres de l'heure, puis là, je suis sur le barème, mettons, 70%, là, il faut que j'accepte une job à 70. Fait qu'on m'offre une job à 12,60 comme monitrice dans un parc à Joliette, faut que je l'accepte. Parce que 12,60, c'est 70% de 18 piastres. Puis, Montréal-Joliette, mais ça se fait en 1 heure, un peu moins. Évidemment, il faut avoir un moyen de transport, mais encore là, dans les directives aux fonctionnaires, ils nous disent quelque chose, c'est quand même amusant, je vais le lire. Ils disent qu'il faut que le prestataire soit prêt à utiliser les moyens de transport qui sont couramment utilisés dans le secteur où il réside et payer les frais encourus par l'utilisation de ces moyens de transport. Ces moyens de transport peuvent comprendre la marche, l'autobus, la voiture, le train, le métro ou le covoiturage, ainsi qu'une combinaison de ces divers moyens. Toutefois, preuve quand même que la bourgeoisie est quand même humaine, les prestataires ne seront pas tenus de marcher plusieurs kilomètres la nuit, ni de faire du pouce pour aller travailler. Non, en fait, de faire de l'autostop. Non, mais c'est écrit dans une directive publique là, aux fonctionnaires sur l'application. Ça, littéralement, ça veut dire que s'il y a des juristes dans la salle, des futurs juristes, littéralement, ça veut dire que les prestataires qui ne seront pas tenus de marcher plusieurs kilomètres la nuit pourraient être tenus de marcher plusieurs kilomètres le jour, ou à tout le moins quelques kilomètres la nuit, pour aller travailler, mais tant que ça dépasse pas 1 heure. Ou 1 heure et quart, mais à Montréal. Enfin, le dernier critère, c'est que ils vont. Encore là, le prestataire peut dire, OK, moi je gagnais 18 piastres de l'heure à Montréal, tu m'offres une job à 12,60 à Joliette, tu me dis qu'elle est convenable parce qu'elle est à 70% de mon salaire, mais s'il faut que je voyage Montréal-Joliette tous les jours, il va y avoir des frais qui vont être encourus. Donc, si finalement, suite si on tient compte de ces dépenses-là, si au bout du compte, l'argent réel que je vais avoir dans les poches est moins que ma prestation d'assurance chômage, qui, elle, est à 55% de mon salaire, la job n'est pas convenable. Quelqu'un qui aurait une job, mettons, à 715 piastres par semaine, puis on le force à accepter une job à 70%, c'est 500 piastres par semaine. La job est convenable à 500 piastres. Mais ça va lui coûter 100 piastres par semaine d'essence pour aller travailler. Son 500 piastres, dans le fond, c'est un 400 qu'on lui offre. C'est un salaire de 500, mais ça va lui coûter 100 piastres par semaine d'essence. Mais son taux de prestation, là, son salaire au départ de son ancienne job était 715 par semaine. Son taux de prestation, il est à 396. 55%. Fait que là, on lui offre une job à 500, moins 100 piastres de frais de transport, ça fait 400, et c'est plus que 396, sauf l'emploi est convenable. Fait que pour 4 piastres par semaine, je pourrais être obligé de faire Montréal-Joliette 5 jours par semaine pour aller travailler pour 4 piastres de plus dans mes poches avant impôt par semaine. Fait que ça, c'est la réforme là, qui est entrée en vigueur le 6 janvier. Je pense qu'on comprend, j'ai pas besoin de l'expliquer plus longuement, là, on comprend facilement que on est passé vraiment à un cran supérieur dans la pression qui est exercée sur l'armée industrielle de réserve, les centaines de milliers de prestataires d'assurance chômage au Canada, qui sont ceux et celles qui se sont qualifiés. On ne parle pas des centaines de milliers d'autres qui n'ont même pas droit à l'assurance chômage, qui sont soit sur l'aide sociale ou qui sont sans chèque, mais les centaines de milliers qui sont prestataires d'assurance chômage, la pression qu'on met sur eux et sur elles pour qu'ils acceptent n'importe quel job à n'importe quel salaire. La pression qu'on met sur ceux et celles qui, par exemple, à milieu non syndiqués, vont négocier avec leur boss leur augmentation de salaire à chaque année, que le boss va dire, ouais, t'es graphiste, t'as fait la bonne job cette annne, mais la situation économique est pas facile, comme tu le sais, hein, c'est la crise, tout ça. Puis j'aurais bien aimé ça donner une augmentation cette année, mais il y en a 5. Je peux pas me le permettre. Puis en plus, tu le sais, là, si j'appelle au bureau de chômage, ils vont m'en envoyer 50 pareils comme toi, qui ont les mêmes compétences, qui sont obligés d'accepter de venir travailler ici à 70, 80 ou 90% du salaire que je verse habituellement à un graphiste. C'est ça l'effet de pression à baisse sur les salaires, éventuellement en milieu syndiqué aussi. Ce qui est important de voir, donc, c'est que ça touche tout le monde. Oui, c'est sûr, les prestataires fréquents sont les plus ciblés. Ce pourquoi, d'ailleurs, ils se révoltent dans l'est de la province et au Nouveau-Brunswick. Puis comme on le dit, ils ont raison de se révolter. Mais ce ne sont pas qu'eux et elles. Les travailleurs de longue date aussi, ils ont une pression pour accepter des jobs à 90-80% de leur salaire. Même les ouvriers d'automobile en Ontario que Harper prétend choyer, qu'ils peuvent avoir travaillé toute leur vie dans une usine qui était sous-traitante pour Ford, puis à un moment donné, ils ferment la shop, puis au bout de 25 ans, tu tombes en chômage pour la première fois de ta vie, tu fais une première demande, mais dès la première journée, il faut que tu cherches activement une job à un salaire moindre que celui que tu avais. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est l'ensemble de la classe ouvrière qui est attaquée par cette réforme-là. Donc, ce n'est pas une attaque contre le Québec. C'est une attaque, c'est une question de classe. Et on n'a qu'à lire les réactions quand c'est sorti de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, de la Fédération des chambres de commerce, du Conseil du patronat du Québec. Ils ont toutes sorti des communiqués pour dire qu'enfin, c'est ça qu'ils attendaient et qu'ils avaient besoin de cette réforme-là pour le comprendre. Fait que s'il y en a qui pensent, parce que je le dis parce qu'il y en a qui l'ont pensé, il y a sérieusement des gens dans le mouvement syndical au Québec qui ont pensé que le Conseil du patronat allait adhérer à la coalition contre le saccage de l'assurance chômage et qui ont fait une tentative de faire adhérer le Conseil du patronat, alors que ces mêmes personnes-là s'opposaient à ce que l'AC fasse partie de la coalition parce que c'est un groupe radical. On s'en dit long sur les affaires qui se passent dans le mouvement ouvrier organisé, là. Mais le Conseil du patronat n'a pas adhéré à cette coalition-là. Mais l'AC a fini par être accepté, mais après des semaines, je dirais, de bataille et de pourparlers. Donc, c'est pas une attaque contre le Québec.
C'est une lutte qui concerne tout le mouvement ouvrier, qui a un caractère de classe et dont le caractère de classe doit être mis au premier plan. Si c'est pas une lutte qui concerne le Québec et juste le Québec et les provinces maritimes, il faut aussi qu'elle soit développée dans une perspective pan-canadienne. Il faut que les travailleurs et travailleuses soient mobilisés à travers le Canada sur cette question-là. Présentement, c'est pas tout à fait le cas. C'est même pas le cas du tout, bien qu'aujourd'hui, pour la première fois, il y a eu des manifs à Calgary, à Mississauga et dans quelques autres villes, et qui ont finalement eu l'appui du CTC, mais qui étaient plutôt organisés par des réseaux de syndicats locaux autour de Idle No More, qui ont mis sur pied un réseau qui s'appelle Cause Commune, qui n'a rien à voir avec la Cause Commune de l'UCL, mais qui est un réseau plus militant qui cherche à redynamiser le mouvement ouvrier dans le Canada anglais. Et il a commencé à avoir des manifs à d'autres endroits. Harper a réussi jusqu'à maintenant à montrer cette réforme-là comme quelque chose qui visait à régler un problème de dépendance structurelle à l'assurance chômage dans des régions où il y a une culture de paresse, tout ça, au Nouveau-Brunswick, dans l'Est du Québec. Puis comme par ailleurs, ces gens-là sont plus attaqués et se mobilisent avec raison et sont plus mobilisés, ça a par ailleurs aussi contribué à donner l'impression que c'est une question qui concerne juste l'Est du Canada. Et ce n'est pas une question qui concerne juste l'Est du Canada. Il y a bien des raisons qui font que la lutte ne s'est pas élargie à l'extérieur du Canada. Il y a cet aspect-là au niveau politique que Harper a réussi à installer une dynamique à cet effet-là. Il y a aussi la faiblesse, le mouvement ouvrier au Canada anglais qui est franchement désespérant. C'est un fait que le CTC considère que ce n'est pas une question prioritaire actuellement. Ils ont refusé de participer à l'organisation d'une manif qui aurait pu avoir lieu à Ottawa. La manif de demain devait avoir lieu à Ottawa initialement. Le CTC a refusé de s'y joindre. Le mouvement ouvrier au Canada anglais est clairement... bon, au Québec, il n'est pas bien mieux, là, mais au Canada anglais, il est clairement pas sur une orientation de lutte de classe. C'est le moins qu'on puisse dire. Très corporatiste aussi. Il y a même un problème, je dirais, dans la gauche et l'extrême gauche au Canada anglais, qui est un petit peu différent du Québec. Parce qu'au Québec, le mouvement ouvrier se fait pousser dans le cul aussi par une dynamique militante depuis la fin des années 90, avec le mouvement altermondialiste, mais avec sa composante anticapitaliste, de nouvelles générations militantes qui ont été formées dans une certaine tradition plus militante anticapitaliste depuis 10-12 ans, qu'on a très bien vu d'ailleurs dans le cadre du mouvement de la grève étudiante en passé, autour des profs contre la hausse, par exemple, des nouvelles générations militantes qui maintenant interpellent le mouvement ouvrier et forcent le mouvement ouvrier à prendre des positions et à agir. Cette dynamique-là est pas pareille dans le reste du Canada, pas parce que ce mouvement-là n'existe pas, mais parce que l'extrême gauche qu'on connaît ici, qui a son répondant dans le reste du Canada, cette extrême gauche-là qui se veut anticapitaliste, elle est beaucoup orientée sur les politiques identitaires, sur les cultural studies dans le milieu universitaire. Ils vont se mobiliser, puis ils vont faire des actions radicales, puis ils vont se battre contre la police sur des questions d'immigration, sur les questions de droits des femmes, sur les questions de défense des gays, lesbiennes, des transgenres. Et les questions de classe, c'est une néant, c'est zéro. Alors qu'il y a peut-être dans l'extrême gauche au Québec plus de tradition aussi de voir les différentes questions d'oppression comme étant pas dissociées des questions d'exploitation. Et que les différentes oppressions, puis y compris les réseaux qui sont très sensibles et très mobilisés sur les questions d'oppression, ne sont pas complètement déconnectés des questions de classe. Mais c'est une hypothèse que j'émets, là, qui reste à vérifier, mais je pense que c'est un peu le cas. Des gens qui rejettent. Mais on le voit aussi à Montréal, dans des secteurs, chez les milieux anarchistes anglophones, les questions de classe, là, on est très sensible pour qu'il faut absolument que dans les réunions, ça soit accessible aux handicapés, puis qu'il n'y ait pas de parfum. Mais les questions ouvrières, ça comme pour eux autres, le prolétariat, c'est une classe toute embourgeoisée. Il n'y a pas d'exploitation. Il y a juste des oppressions ici. Oppressions sur les questions autochtones, tout ça, mais il n'y a pas d'exploitation. Ils sont sur la ligne de Sakai ou d'autres qui prétendent que le prolétariat n'est plus exploité en Amérique du Nord. Je pense que, mettons, dans une certaine tradition d'extrême gauche des 12 dernières années au Québec, ce courant-là n'est pas hégémonique. Il est contrebalancé par nous et par d'autres, par les maoïstes et par d'autres courants anarchistes de classe aussi, qui soulèvent les questions de classe et qui sont pas insensibles à l'exploitation du prolétariat, qui sont au centre des travailleurs immigrants, travailleuses et travailleurs immigrants, qui sont mobilisés aussi sur ces questions-là, et qui savent très bien que oui, à Montréal, par exemple, il y a des centaines de milliers d'ouvrières exploitées, dont l'exploitation est souvent en lien aussi aux questions d'oppression, mais qui sont dans les rapports d'exploitation du salariat à Montréal. Et ces gens-là poussent aussi et font une pression par leur lutte sur le mouvement ouvrier. D'ailleurs, je mentionnerai, parce que pour moi, ça me dépasse, là, il y a des maoïstes dans le reste du Canada. Il y a des camarades du PCR qui poussent sur la question de l'assurance chômage. Ceux et celles qui lisent Partisans ont vu que dans les dernières années, on est revenu souvent sur cette question-là, qu'on a mis d'avant des mots d'ordre. Et nos camarades en Ontario agitent sur cette question-là. Mais je dois mentionner que les camarades de Revolutionary Initiative à Toronto, qui sont des maoïstes, qui animent un journal qui s'appelle Basics, qui paraît régulièrement, qui est peut-être le journal de la gauche communautaire et anticapitaliste à Toronto, qui ont un site web qui est mis à jour régulièrement.
depuis que la réforme de l'assurance chômage est sortie il y a 1 an, ils n'ont pas écrit une seule ligne sur cette question-là. Ils ont écrit sur Chavez, ils ont écrit sur le Népal, ils ont écrit sur toutes les questions, ils ont écrit sur des questions très importantes de lutte dans des quartiers à Toronto, sur des questions de lutte urbaine, de lutte contre la brutalité policière, tout ça, mais ils n'ont pas écrit une seule ligne sur la question qui est, pour moi, au centre de la question de l'exploitation du prolétariat depuis 1 an au Canada, des enjeux de classe. Pour moi, c'est significatif là, de la faiblesse de l'extrême gauche au Canada anglais. Bon. J'ai mentionné au début, dans le rappel historique, que quand j'ai parlé de la mise sur pied du régime d'assurance chômage, dans quel contexte ça s'était fait, il y avait un mouvement des chômeurs à l'époque. Mais les chômeurs, c'était une réalité de masse de gens organisés au même, pas nécessairement organisés, mais regroupés au même endroit, dans une même condition, qui était une condition relativement stable. Cette situation-là, c'est une situation qui n'existe plus aujourd'hui. Parmi les sans-emploi, il y a des personnes de la cité sociale qui sont dans bien des cas, dans une condition permanente ou semi-permanente. Mais les prestataires d'assurance chômage, les chômeurs et chômeuses d'aujourd'hui qui ne sont pas sur l'aide sociale, on ne les retrouve pas dans un même endroit aujourd'hui. On ne les retrouve pas dans une condition permanente ou semi-permanente. Donc, on ne peut pas penser l'organisation des chômeurs, chômeuses dans les mêmes termes. On voit, par contre, les chômeurs, chômeuses font partie de tous ces travailleurs, travailleuses précaires qui sont attaqués par le capitalisme et qui, comme on l'explique dans le programme du PCR, font partie des couches inférieures du prolétariat, des couches les plus attaquées, les plus exploitées, et auxquelles on doit s'adresser, qu'on doit tenter d'organiser. Mais on ne peut pas penser qu'il y aurait à Montréal, mettons à court terme, un groupe de chômeurs dans Hochelaga Maisonneuve qui est organisé sur une base permanente pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis qui sont organisés sur la base d'une condition permanente de chômeurs, chômeuses. Les groupes de chômeurs actuels sont des groupes un peu institutionnalisés, des groupes communautaires qui font plus du service que de la mobilisation, mais qui rejoignent les chômeurs, chômeuses, qui ont un membership, mais sur plusieurs centaines de membres. Ils sont chômeurs quand ils deviennent membres, mais par expérience, je peux vous dire qu'un mois ou 2 après, ils sont plus chômeurs. Ils sont rendus étudiants, étudiantes, où ils travaillent, puis ils essayent de les mobiliser, puis sont pas comme, ils vont venir s'ils peuvent, mais ils sont pas comme disponibles pour une lutte permanente. Ça rend plus difficile, disons, les perspectives d'organisation. Et je pense que ça ramène l'importance d'un front comme l'MRO pour organiser de manière plus générale les inorganisés, pour organiser de manière plus générale les couches inférieures dans le prolétariat, syndiqués ou non syndiqués, mais qui inclut aussi les chômeurs, chômeuses, mais qui peuvent être chômeurs quand ils vont venir au MRO, mais qui sont peut-être plus chômeurs un mois ou 2 après, mais qui, de par leurs conditions d'ouvrière ou d'ouvrier, peuvent vouloir continuer à s'organiser quand même s'ils sont plus chômeurs, sur une perspective de lutte pour les intérêts de la classe ouvrière et de la révolution. Ça, c'est assez, je pense important. Au niveau de la lutte concrète, il y a la manif demain. C'est sûr que il y a la grande mobilisation, il y a un épuisement présentement dans l'Est du Québec, les provinces maritimes, après 20-25 manifs, bien des actions, un peu de répression, tout ça. Là, c'est la manif demain arrive un peu comme un point culminant. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'autres villes, beaucoup d'autres régions où c'est un début, dans le fond. Là, c'est clair qu'à court terme, il va aussi y avoir un enjeu de poursuivre cette lutte-là et de la maintenir. Et moi, je pense que ça va être important d'abord, cette réforme-là, elle ne fait qu'entrer en application. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de cas de gens coupés jusqu'à maintenant. Mais il y a eu, par exemple, le cas dont vous avez peut-être entendu parler il y a 3 semaines, parce que c'est sorti dans les médias, de cette prestataire à Montréal qui a été coupée parce qu'elle a manqué 2 appels téléphoniques. Un agent d'intégrité appelle chez elle une journée. Il veut savoir si elle cherche l'ouvrage. Elle n'est pas chez elle, elle répond pas, puis elle n'a pas de répondeur. Il rappelle le lendemain, à moins de 24 heures de vie, elle répond pas, il coupe son chômage. Ça, c'est une application de la réforme, parce qu'il resserre les contrôles présentement. Des cas comme ça, il va en avoir de plus en plus, malheureusement, dans les prochaines semaines, mais heureusement, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une situation où il va y avoir une possibilité d'utiliser ça pour... Il y a des gens qui vont s'indigner et qui vont se révolter de ça. D'ailleurs, cette affaire-là est arrivée le 4 avril, je pense. Le devoir l'a sorti le 8. Le lendemain, le 9, on était 150 à occuper un bureau de chômage. Puis la décision, elle a été renversée la semaine passée. Ils ont donné son chômage rétroactivement. On n'a même pas eu besoin d'aller au tribunal. Il va y en avoir d'autres cas comme ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et ça va faire en sorte que ça va être possible de poursuivre les actions. Des manifs à 50 000 comme demain, il n'y en aura pas d'autres à court terme. De toute façon, ça prend presque 1 million pour organiser ça. Il y a juste les centrales syndicales qui ont de l'argent, qui ont la capacité d'organiser ce type d'action-là. Par contre, des actions locales, régionales, qui peuvent se multiplier, se coordonner, qui sont des actions directes, qui confrontent l'État, ça, il peut y en avoir qui se développe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et ça aussi, je pense, c'est une opportunité pour nous, c'est une opportunité pour le MRO en particulier, de faire de la législation, puis d'organiser du monde autour de ça. Donc, c'est là-dessus que j'arrêterai.